Bonjour, je suis Frédéric, psychologue clinicien du travail. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont vécu ou vivent un burn-out d'origine professionnelle. Ici, on prend le temps de raconter son histoire, comment ça a commencé, comment on a traversé les événements et ce que l'on aimerait partager avec d'autres. Je défends une idée simple mais qui me semble essentielle, le burn-out vient du travail, pas des fragilités individuelles. Alors, pas de chichi, pas de filtre, juste des récits bruts, authentiques et humains. Bienvenue dans Paroles de Burn-out, bonne écoute. Dans cet épisode, Lauriane revient sur le moment de bascule, un trajet de retour impossible, la panique, les larmes, l'incapacité à rentrer chez elle. Elle nous parle aussi de l'après, l'arrêt de travail, le temps partiel thérapeutique, l'impossibilité de revenir physiquement au bureau et l'agoraphobie qui s'installe. Je fais ma journée tranquillement, je récupère, je rattrape mes mails de ma semaine d'absence, la routine d'un retour de congé. Dans l'après-midi, tout se passe bien. Vraiment une routine de reprise de travail, quoi. La seule chose que je me dis, c'est je vais pas rentrer trop tard ce soir, c'est la reprise des congés. Bon, je vais pas partir tard, je me dis 7h au maximum, il y a la route derrière. J'ai pas envie de repartir trop tard, quoi. Je suis partie entre 17h, 17h30, mais je suis arrivée chez moi, il était 21h. 1h30 même peut-être. Est-ce que c'était ton habitude de rentrer tôt ? Non, pas forcément. C'est pas spécialement mon habitude. J'ai pas non plus pour habitude de finir très tard, mais 17h c'est tôt. Pour moi, c'est assez tôt généralement que je finisse ma journée à 17h. C'est même 17h30. Généralement, on est plutôt. Faut savoir que nous les comptables, généralement, alors je sais pas si c'est une mauvaise habitude, mais on est souvent les premiers arrivés, les derniers partis. C'est un peu maladif dans notre métier, je crois, parce que quand j'en parlais avec mes autres collègues dans la société, tout le monde a le même ressenti. On est les premiers arrivés, les derniers partis. Et en général, tu partais vers quelle heure ? Plutôt entre 18 et 19h. Donc là, tu es sur ton chemin du retour, donc tu viens de finir ta journée, tu es parti à 17h, tu prends ta voiture et comment ça se passe ? Le moment où tu rentres dans ta voiture et que tu commences à te dire « tiens, je vais rentrer chez moi ». Je commence mon trajet et c'est vrai que tout au long de la route, je me sens quand même un peu stressée au volant, je me sens pas forcément à l'aise, assez tendue. Ouais, je me sens pas, enfin, je sais même pas comment expliquer. Juste, je me sens tendue et pas en sécurité. Vraiment, une situation pas confortable du tout, quoi. Tu t'arrêtes régulièrement ? Du coup, je m'arrête régulièrement sur la route pour pouvoir prendre l'air, essayer de me détendre, souffler, essayer de reprendre un peu mes esprits. Bon, ça, c'est pas très efficace, honnêtement. Je finis par arriver à une aire d'autoroute qui est un petit peu plus grande. Sauf que voilà, c'est cette aire d'autoroute, j'y suis restée bloquée pendant 1h30, 2 heures, quoi. À pas pouvoir rentrer. Et à pas pouvoir rentrer, à rester bloquée, à pas comprendre pourquoi j'étais stressée et tendue comme ça, pourquoi j'arrivais pas. Et la seule solution que j'ai eue, c'était d'appeler mon conjoint, que on discute ensemble au téléphone pour arriver à s'occuper l'esprit en fin de compte et penser à autre chose. Arriver à se calmer, reprendre un peu ses esprits. Pour ensuite pouvoir reprendre la route, mais vraiment ce jour-là, j'ai cru que j'allais passer la nuit sur l'autoroute, quoi, clairement. C'est à 28 décembre sur l'autoroute, pour vous dire, il fait un peu froid en plus, donc je l'envie à personne. Mais voilà, la seul moyen qu'on a trouvé après pour que je rentre, c'était je suis restée au téléphone avec mon conjoint tout du long de la route, et je m'arrêtais régulièrement pour essayer de me calmer, me détendre, reprendre mes esprits pour arriver à finir ce foutu trajet parce que c'était interminable. C'était interminable. J'avais jamais fait une route comme ça. C'est plus fatigant que de faire 6 heures de voiture, quoi. Qu'est-ce qui dit ou qu'est-ce qui fait dire que c'est lié avec le travail ? Alors, ça a été qualifié à la fois de burn-out et de dépression. Qu'est-ce qui fait que ça a été lié au travail ? Je pense qu'il y a plusieurs facettes. Il y a cette facette de problème de charge de travail, problème organisationnel. Je pense que c'est vraiment le problème majeur qui ressort, le problème organisationnel, puisque plusieurs alertes à plusieurs reprises qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais été prises en compte pour faire changer les choses. Et c'est ça, c'est le fait de s'être retrouvé aussi tout seul. En fin de compte, c'est censé quand même, quand on est au travail, on se dit c'est quand même un environnement où on a envie d'être bien. Je veux dire, on y passe 7, 8, parfois 10 heures là-bas. On a envie d'y être bien. Quand on n'y est pas bien, quand on se sent complètement exclu, qu'en plus de ça, on entend des collègues qui rigolent et que nous, on est complètement laissés de côté, il y a de quoi se sentir très très mal dans ce genre d'environnement. Donc après, donc ton conjoint, tu restes au téléphone, tu arrives chez toi. Finalement, tu prends un rendez-vous avec un médecin.
Dès que je rentre chez moi, je me dis: «Non, là, ça va pas», tout en sachant que ça faisait déjà, voilà, quelques mois que ça n'allait pas, étant donné ma situation au bureau. Là, je me suis dit: «Non, là, c'est pas possible, quoi». J'ai dit: «Non, là, faut réagir, c'est pas possible». Ça faisait déjà plusieurs mois que ça n'allait pas fort. Mon conjoint me disait, bah, voilà, il voyait bien que j'allais pas bien, quoi. Enfin, il m'arrivait de rentrer chez moi, je me mettais devant mon assiette, je me mettais à table, je me mettais à pleurer. Enfin, ça devenait quand même assez compliqué quand on rentre chez soi, qu'on se pose devant la table, qu'on réfléchit à cette journée et qu'en fin de compte, on se met à pleurer, pleurer, à ne plus pouvoir s'arrêter. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, ce jour-là, voilà, j'ai dit: «Non, stop». Et donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin. J'en ai même pas parlé à mes employeurs. J'ai juste pris rendez-vous chez le médecin et j'ai fait la semaine suivante jusqu'à mon rendez-vous et dès que j'ai eu mon rendez-vous, mon médecin m'a dit: «Non, mais non, en fait, non, vous y retournez pas là». Donc elle m'a arrêtée ce jour-là pour une quinzaine de jours, tout Mmh. en me prévenant. Elle m'a quand même prévenue tout de suite: «Pas sûr que vous repreniez dans 15 jours». Donc elle m'avait alertée dès le début, elle avait senti que voilà, ça n'allait pas. Enfin, quand j'ai vu le médecin, j'avais à peine ouvert la bouche que je me suis mis à pleurer dans son bureau, c'est quand même assez gênant en plus, mais j'arrivais même plus à rien contenir en fin de compte. Et qu'est-ce que tu lui as dit du coup? Qu'est-ce que tu lui as partagé à ce moment-là? Je lui ai, voilà, partagé ma situation, je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé, cette histoire sur trajet là qui a duré 4 heures, où que je ne comprenais pas, ouais, que je pouvais mettre autant de temps, que c'était pas possible. Voilà, ma situation que j'avais actuellement au bureau. Voilà, je lui ai partagé un petit peu mon quotidien, vis-à-vis de mon travail et bon, elle a bien compris, j'ai un médecin qui est formidable, qui est très compréhensif. C'est tellement rare qu'il faut le noter, faut dire ce qui est, parce que tous les médecins sont pas autant à l'écoute. Et donc du coup, voilà, elle a tout de suite compris et décelé, qu'il y avait un souci. Heu, Mmh. Elle m'a tout de suite orientée, vers les bons spécialistes, pour avoir, bah, voilà, pour avoir une prise en charge, bien que j'étais déjà suivie à l'époque, par un psychologue mais voilà, il fallait continuer, quoi. Et pour toi, alors donc là, tu as eu un premier arrêt de 15 jours qui a été renouvelé. Ton arrêt a duré combien de temps et au bout de combien de temps tu as repris le travail? Alors au total, j'ai été arrêtée pendant 2 mois. Ça a été 2 mois interminables pour moi, parce que rester en inactivité totale, j'avais jamais connu ça déjà. Ça fait, une quinzaine d'années que je travaille, je n'ai jamais été en inactivité totale de plus de 15 jours, quoi. 15 jours, 3 semaines pour les congés estivaux. Donc se retrouver 2 mois en inactivité complète, même pendant le Covid, j'ai pas connu ça. Ça a été très, très compliqué. Pour moi, c'était, je tenais pas, en fait, je tenais pas. Je tournais en rond, j'avais qu'une hâte, c'était de reprendre à travailler parce que, enfin, moi, mon métier, c'est un métier passion. C'est ce que je dis souvent à mes amis, c'est le jour où je n'aime plus ce que je fais, je quitte mon travail. Donc là, me retrouver à ne rien faire, mais tout en sachant que de toute façon, je suis même pas capable de le faire puisqu'on est en janvier 2024, période de bilan, janvier, février, heu, j'étais incapable de tenir la cadence. À cette période de l'année, c'est la plus grosse période pour nous, plus une énorme période au mois de février de déplacement, dans les filiales. Je suis incapable de faire ça, de le faire. Tant que physiquement, en tous les cas, c'est pas possible. Oui, oui. C'est aussi pour ça que j'ai réagi quand je suis rentrée de ce trajet au mois de décembre. C'est parce que je voyais la période arriver. Je sais ce que c'était, puisque c'est pas la première fois que j'en fais. Je savais que ce serait dur. Et j'ai dit: «Mais je pourrais pas le faire». Enfin voilà, je me suis retrouvée, face à moi-même. Je me suis dit: «Mais non, c'est pas possible, je ne peux pas le faire. Je pourrais pas tenir la cadence». Le mois de janvier déjà est compliqué. Le mois de février, il y a des déplacements en plus. Faut savoir que les déplacements, nous, c'est à peu près tout le quart nord-ouest de la France. C'est assez fatigant, tout ça sur à peu près, 3 semaines. C'est très fatigant. Donc je savais très bien que je ne pouvais pas le faire. Je ne serais pas capable de le faire. Donc pour moi, je savais même pas comment j'allais pouvoir gérer si toutefois j'avais pas été en arrêt, quoi. Et donc cet arrêt, c'était au bout de 2 mois, toi donc avec une période compliquée pour toi, d'accepter la sous-activité, heu, qui donc là tu reprends le travail au bout des 2 mois? Alors je reprends, mais je reprends en temps partiel. Ça a été rapidement envisagé avec mon médecin, qu'il n'était pas question de reprendre à plein temps tout de suite, surtout parce que, enfin, 2 mois d'arrêt, c'est pas énorme en réalité, quand on est en burn-out, c'est vraiment peu. Donc voilà, ça a été envisagé très rapidement de faire un temps partiel thérapeutique pour la reprise, pour pouvoir, voilà, avoir une reprise douce.
progressive et y aller vraiment à mon rythme pour avoir un comment dire? Un rythme, ouais, un ry avancer à mon rythme. Vraiment, c'est ça, Mmh. c'est avancer à mon rythme, selon mes capacités, et ça a été très bien accepté par contre, par mes managers. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu aucun souci. Moi, rapidement, je leur en ai parlé, bien avant de reprendre. Donc on avait fait une réunion peut-être une quinzaine de jours avant ma reprise, justement pour voir comment on allait s'organiser. Bon, ça a été très, très bien accepté, tout en sachant que pendant ces 2 mois d'arrêt, j'étais restée en contact avec mes responsables. On n'en est pas obligé, c'était un choix. Mes responsables souhaitaient avoir de mes nouvelles. Moi, ça m'allait très bien aussi que voilà, de pouvoir les tenir aussi au courant. Donc voilà, Et tu leur disais quoi? je les tenais au courant, voilà. Après, bon, je raconte pas non plus toute ma vie privée, parce que ça reste ma vie privée. Mais voilà, je pense qu'ils avaient besoin aussi d'être, au courant de certaines problématiques, que je rencontrais, tout en sachant qu'ils étaient en fin de compte déjà au courant, mais qu'ils n'avaient jamais pris en compte. Heu, donc voilà, je leur racontais un peu toutes ces problématiques. Après voilà, on discutait pas forcément que de travail. C'est vrai qu'il y avait aussi une approche, un peu plus, externe, pour savoir vraiment comment ça va, comment je me sens. Et c'est vrai que c'est ce genre de choses par contre qui m'a manqué avant d'être arrêtée où, bah, il n'y a pas cette approche en entreprise de savoir comment on va vraiment. Et aujourd'hui, on l'a toujours pas. Et du coup, tu reprends en temps partiel thérapeutique, heu et un des éléments qui était un peu important pour toi, en tous les cas, c'était d'être entendu sur un certain nombre de choses, sur l'aspect de ce bureau qui te faisait être comme sentir mis au placard, le fait des problématiques avec ta binôme. Heu, Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, à ta reprise? Oui, alors la première chose qui a changé à ma reprise, c'était déjà le changement de bureau. Puisque voilà, être toute seule dans ce bureau, c'était plus possible, quoi. Mmh. C'était vraiment pas possible de reprendre et de se retrouver à nouveau toute seule dans ce bureau. Donc déjà, le premier changement, c'était on change de bureau. Donc on a essayé de me trouver un autre espace, tout en sachant que c'était assez compliqué quand même de trouver un autre espace. On m'a trouvé une place dans laquelle je me sens pas du tout, pas pour autant, plus à l'aise parce que, c'est un bureau que moi j'identifie comme un peu le bureau de l'open space de la direction, donc je m'y sens pas du tout à ma place. Faut dire les choses comme elles sont. Mais au moins je suis pas toute seule, ou pas tout le temps. Parce que je m'y retrouve quand même souvent toute seule au début, puisque, c'est des bureaux en fin de compte, c'est de l'open space, donc c'est des bureaux de passage. C'est-à-dire qu'il y a des gens de temps en temps il y a du monde, de temps en temps il y a personne, sauf qu'il y a plus souvent personne qu'il n'y a du monde. Donc je me retrouve quand même souvent toute seule quand même. Et mais, enfin moi, alors ce que j'arrive pas à comprendre dans cette histoire, enfin dans l'histoire de l'organisation de ton travail, qu'est-ce qui est compliqué pour pouvoir mettre des gens qui travaillent ensemble au même endroit? Enfin, je veux dire, ils peuvent pas déplacer, enfin vous êtes combien dans votre service en tout? Alors dans le service financier, on est, donc ma collègue et moi et mon responsable, mon N+1 et après j'ai un autre responsable N+2 et c'est tout. On est 4 Ah, et c'est uniquement pour dans ça en mon fait, service. et comme ils veulent pas, comme c'est que vous étiez pas compatibles, toi et ta binôme, du coup, ils peuvent pas vous mettre ensemble. C'est ça qu'ils se disent, hein, si je comprends bien? C'est ça, bah, de toute façon oui, ça ils en étaient conscients que, il fallait pas nous remettre dans le même bureau. Comme dit souvent mon manager: «Quand c'est cassé quoi». Faut pas essayer de forcer, c'était plus possible quoi. Et après, donc pour te mettre quelque part, ça veut dire forcément dans Bah, d'autres aller services. dans les autres bureaux, voilà. On a 3 open space plus le petit bureau où moi j'étais installée. Le deuxième open space, c'est, plutôt, généralement plutôt du marketing, où ils sont déjà très nombreux, donc plus de place et après il reste plus qu'un espace en fin de compte, c'est, ce que j'appelle moi l'open space, direction où on a, pas mal de gens de la direction, qui sont installés là, dont mon N+2 d'ailleurs, quand il est présent. Donc vraiment un espace où moi je me sens un peu comme un ovni déjà, parce que, bah oui, enfin je suis pas à ma place quoi là-dedans, moi je suis pas de la haute direction, je suis un peu voilà, je suis un peu en sous-marin moi donc du coup, ouais, je me sens pas du tout à ma place dans ce bureau pour autant, mais au moins je suis pas complètement seule. Donc c'est déjà ça, je vois un tout petit peu plus de monde, mais je m'y sens pas du tout à ma place.
Ouais. C'est clairement. Et alors pour, poursuivre cette, remontée, enfin en tous les cas dans la phase de reconstruction, parce que là tu es dans la période où, tu reprends ton temps partiel thérapeutique. Actuellement, tu es toujours en temps partiel thérapeutique? Non, je suis repassée à plein temps là, il y a un mois tout pile. Donc j'ai fait 1 an de temps partiel du coup, où j'ai enchaîné. Donc au début, je suis restée je crois pendant 6 mois à 50. Après je suis passée progressivement, on a augmenté progressivement, 1 journée, une autre demi-journée, et donc là je suis repassée à plein temps, début mars. Donc après 1 an de temps partiel, heu, bon en termes de charge de travail, ça suit, tout se passe bien, c'est disons que ça a été très bien de reprendre en temps partiel, parce que vraiment pour reprendre un bon rythme, reprendre aussi cet équilibre, vie pro, vie perso, puisqu'il y avait ça il y avait ça aussi en fin de compte, c'est que, j'avais perdu aussi cet équilibre et donc du coup, le fait de reprendre en temps partiel, a permis aussi de garder la mise en place, de cet équilibre, un petit peu plus, voilà, de reprendre d'autres automatismes et pas de rentrer et de se remettre, direct la tête dans le guidon. Enfin, ça aurait été inefficace si j'avais repris à 100 tout de suite. Et maintenant, avec ton regard actuel, de ta situation, heu, comment tu regardes ce qui s'est passé et est-ce que tu trouves que les choses ont changé? Pas du tout. Elles Ouais. ont pas du tout changé, bah, c'est très clairement, ça n'a pas du tout changé. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple tout bête. Donc là, j'ai repris à plein temps, depuis 1 mois. La semaine dernière, plutôt la semaine d'avant, donc on était fin mars, je n'avais pas de travail. Mmh. J'étais en sous-activité totale. Donc la situation n'a pas changé du tout. On est toujours, d'ailleurs, c'est ce que je disais, la semaine dernière, ce que je disais à une collègue, je disais: «Je me suis retrouvée comme il y a 2 ans». Je suis revenue comme il y a 2 ans, exactement, quasiment, je vais pas dire exactement, mais presque dans la même situation qu'il y a 2 ans où, bah, je me retrouvais à chaque fin de mois, à avoir une sous-activité totale parce que, bah, le gros, en fin de compte, se passe souvent dans les 15 premiers jours du mois et les 15 derniers jours sont beaucoup plus calmes. Heu et là, j'ai bien vu, fin mars. Et qu'est-ce qui est f alors, est-ce que tu as l'impression, enfin, parce que, si tu es dans la même situation, même cause, même conséquence, même risque Ouais. de te retrouver avec un soir à pas pouvoir rentrer chez toi? Alors la seule différence que j'ai à l'heure actuelle, c'est que je ne suis plus au bureau, puisque ça fait à peu près, on va dire, 9-10 mois que je n'arrive même plus à me rendre au bureau, en fin de compte et donc je Ça, suis en ça 100 télétravail et je pense que c'est aussi, voilà, c'est aussi une conséquence de toute cette situation. Au début où j'ai repris le travail, je m'y rendais, mais on s'était mis d'accord avec mon responsable pour n'y aller que, 2 demi-journées, donc sur, 2 jours et demi de travail, au début, je m'y rendais que 2 demi-journées par semaine. Histoire de voilà, d'y aller vraiment progressivement, sur des comment dire? Sur des périodes creuses, sur des heures creuses, où il y aura moins de monde sur la route, voilà. Mais quand j'y allais, je sentais que c'était compliqué quand même. C'était compliqué, il fallait, j'y allais très stressée. Je me souviens d'ailleurs que le 1er jour où j'ai repris d'ailleurs, en mars 2024, le 1er jour où je devais me rendre au bureau, je n'ai même pas pu y aller. J'ai fait une sorte de faux départ en fin de compte, parce que j'avais pas réussi à me rendre au bureau, quoi. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu bête. Le lendemain, j'ai réussi à y aller, mais quand je suis arrivée sur place, j'étais tétanisée, je tenais même pas sur mes jambes. Dès que je discutais avec mes collègues, heu, enfin j'étais obligée de m'asseoir, quoi, pour pouvoir discuter avec mes collègues parce que je tenais même pas debout, tellement j'étais dans une situation de stress. Et en fin de compte, dès que j'allais au bureau, j'étais dans cette situation où je me retrouvais très tendue, très stressée, compliqué à conduire la voiture. J'ai dû faire ça pendant, 2 mois, peut-être 3 mois, ouais, jusqu'en mai ou juin et à un moment, j'ai plus réussi du tout à y aller. En fin de compte, je pense que mon cerveau, il a dit: «Non mais, arrête de te forcer, tu te fais du mal, à chaque fois tu galères, non».
Donc à un moment donné, j'ai même plus réussi à y aller, quoi, et je n'ai Bah, pas réussi à retourner là-bas depuis. alors, du coup, tu nous as parlé de l'open space là avec la direction. Ça veut dire que ces derniers temps, enfin, tu y as été là les 2 premiers mois, mais depuis tu es jamais J'y suis retourné pas là-bas? du tout retournée, depuis, mai ou juin 2024. Ça va faire presque un an que je suis en télétravail à 100, parce que je n'arrive même plus, à me rendre, au bureau. Il y a une espèce, en fin de compte, suite à ce burn-out, à toutes ces situations, il y a une espèce d'agoraphobie qui s'est installée, en parallèle, qui fait que même mon quotidien est devenu, en fin de compte, super compliqué. Alors quand tu dis agoraphobie, ça veut dire que même dans ta vie privée, sur par exemple des espaces qui sont comme, les centres commerciaux, tu ne peux pas y aller? Je peux pas y aller, mes courses, c'est compliqué. Par exemple, hier, j'ai été faire mes courses avec mon conjoint. Je suis rentrée, j'ai dû prendre 2 articles. Je lui ai dit: «Je t'attends devant les caisses». Je suis ressortie du supermarché, je me suis assise et j'ai attendu devant les caisses à l'extérieur. Parce que, trop compliqué d'être, au milieu de la foule, d'avoir du monde autour de moi. Je me sens pas à l'aise, je me sens comme si mes jambes se dérobaient, sous moi, comme si j'allais m'effondrer en fin de compte. Très compliqué, je me sens suffoquée, vraiment je me sens pas bien, quoi. Donc, compliqué pour faire ses courses. Je ne pars pas en vacances depuis 1 an et demi. J'ai du mal à aller chercher du pain, à aller à la boulangerie, voilà, même dans la vie privée, en fin de compte, ça a pris le dessus sur ma vie privée où c'est devenu aussi compliqué, quoi. Et on est d'accord, enfin, c'est suite à cet événement de pas pouvoir enfin, avant, tu avais pas ces problématiques J'avais pas ces d'agoraphobie? problématiques-là. Alors, j'ai jamais été très à l'aise au milieu de la foule. Par exemple, on m'aurait jamais vue au milieu d'un concert. Voilà, j'ai jamais été très, très à l'aise avec trop de monde autour de moi. Par exemple, les centres commerciaux, au moment des fêtes, clairement, je les évite, quoi. Et s'il y a bien un endroit où je veux pas être, c'est là-bas. Mais aujourd'hui, je ne peux même pas y aller, même quand il y a personne. Et c'est au-dessus de mes forces, quoi. De temps en temps, je me fais peur et j'essaie d'y aller, mais c'est compliqué, quoi. Juste pour continuer un tout petit peu là sur les suites, du coup, comment tu vois ton avenir là? Est-ce que tu te vois quitter ton entreprise ou tu te vois continuer dans la situation dans laquelle tu es? Aujourd'hui, je suis un peu dans l'incertitude, puisque, j'attends toujours mon entretien annuel déjà pour pouvoir refaire un point avec mon responsable. Donc déjà, j'aimerais bien ça passerait par là déjà, si je pouvais arriver à avoir mon responsable pour faire un point avec lui. Et ensuite, je suis dans l'incertitude totale sur ce que je vais faire, parce que, en fin de compte, je suis totalement partagée entre le fait que j'adore mon métier, j'adore ce que je peux faire au quotidien. Enfin, voilà, comme je disais, c'est un métier passion, heu et le quitter, je le quitterai clairement à contre-cœur, en fait. Alors, Je le ton En métier, fait, d'une certaine manière, je le quitterai à contre-cœur parce que, j'aime trop ce que je fais, mais qu'en même temps, l'environnement, est compliqué, enfin l'environnement, l'organisation est compliquée à côté. Donc en sachant que tu quittes pas ton métier, enfin, tu peux quitter l'entreprise, mais le métier, tu peux choisir de le poursuivre. c'est vrai, mais comment dire? C'est En fait, dans mon travail au quotidien, j'ai une part où je suis en autonomie totale, c'est-à-dire Mmh. que je suis un peu un mini cabinet comptable à moi toute seule, quoi. Je gère une douzaine de sociétés, moi Mmh. comptablement, du début, de la saisie de factures de banque, jusqu'au bilan, complet à la fin, quoi. Où je reçois même, les experts comptables, à la fin. Donc je suis un mini cabinet comptable à moi toute seule. Donc j'ai toute cette partie-là où je suis en autonomie totale Ouais. et donc cette partie-là, c'est vraiment la plus intéressante pour moi. Mais à côté, voilà, il y a tout ce qui gravite autour, toute l'organisation, les problèmes de communication, heu, voilà, tout ce qui peut graviter autour de mon quotidien où je suis en autonomie qui est très, très compliqué, à gérer, et c'est cette partie-là, en fin de compte, qui pollue tout le reste, quoi. Enfin, simplement pour, encore voir, en creusant ce côté-là, qu'est-ce qui t'empêche, de pouvoir, chercher un nouvel emploi, dans lesquels tu fixes tes conditions en disant: «Bah, je recherche surtout ça», au regard du fait que après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que le monde de la comptabilité, c'est plutôt assez recherché comme profil, tu pas trop de mal à retrouver, Ouais, demain ouais. et donc Et finalement nous, comptables, on trouve du travail très, très facilement, comme je disais, hein, j'ai déjà eu d'autres emplois avant celui-ci. Je suis jamais restée plus de 2 semaines, sans emploi.
Et donc, qu'est-ce qui t'empêche de chercher autre chose? Après, dis pas ça que ce serait la solution. Parce que je pense qu'il y a aussi un attachement particulier avec cette entreprise qui doit certainement jouer dans toute cette affaire-là. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui t'empêche de chercher autre chose? Puisque le problématique, c'est pas ton travail ou ton métier, le problème, c'est l'environnement social. Et ça, tu pourrais le changer. On peut changer, mais on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Et en fin de compte, quand on regarde, quand on se renseigne un petit peu, moi je vois bien avec mes amis autour, avec ma famille, malheureusement, l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs aujourd'hui. On a énormément de choses aujourd'hui à revoir dans les entreprises. L'herbe est loin d'être très verte ailleurs, en fait. Je le vois même avec mon conjoint, vraiment, il y a énormément de choses à revoir dans les entreprises aujourd'hui au niveau humain. Aujourd'hui, l'humain n'est pas assez considéré. Enfin, je vais redonner un autre exemple. J'ai eu un entretien en visio avec mon responsable RH, je crois que c'était en juin 2024, qui souhaitait faire le point avec moi, savoir comment j'allais, comment ça se passait, l'organisation, la reprise, depuis que j'avais repris l'an dernier. Il m'avait dit, à la fin de cet entretien, il m'a dit: «On refera un point en septembre, voir comment ça évolue». On est en avril 2025, je n'ai pas de ces nouvelles. Donc voilà, c'est pour expliquer à quel point les entreprises, elles en ont mais clairement rien à faire de nous. Et elles ne nous considèrent pas du tout, elles ne nous prennent pas en compte, elles ne nous écoutent pas. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment envie de pousser aussi un coup de gueule là-dessus. Mais en fait, les gars, arrêtez de vouloir recruter à tire-larigot. En fait, je vous lance peut-être des fleurs en disant ça, mais vous avez des pépites sous la main. Faites quelque chose, en fait. Enfin, moi, je vois mon entreprise qui cherche à recruter, mais ils essayent même pas de garder les personnes qu'ils ont. Ils en ont rien à faire. Il y a beaucoup de monde qui le dit, mais on n'est que des numéros en fin de compte pour nos employeurs aujourd'hui, et c'est tellement dommage, quoi. Avant d'être des numéros, on est des humains, et si on n'était pas là, ils feraient rien en fait sans nous, nos employeurs. Donc considérez-nous un petit peu, quoi. C'était un des messages que, en tout cas, une de tes envies de témoigner dans l'échange qu'on a vu ensemble, c'était de faire entendre ça. C'est-à-dire de faire entendre que en tous les cas, toi, dans ton expérience là, t'étais pas entendu dans ton entreprise, c'est-à-dire on t'écoute, mais on ne donne pas suite, on fait pas le nécessaire, ou en tout cas on prend pas les choses en main et on met sous le tapis, puisque tu l'as dit tout à l'heure. Et c'était un peu toutes ces difficultés là qui, en tous les cas, te pesaient beaucoup. Au-delà, de tout ça, toi, en tous les cas, le message que tu avais envie de passer, c'était celui-ci. Moi je te rejoins pleinement pour tout ce qui est en plus le monde de l'entreprise, dans l'évolution qui pour moi en tous les cas va pas dans le bon sens, et que un système trop capitaliste. Bref, je fais pas de détails plus que ça, mais en tous les cas la dimension humaine se perd beaucoup, et clairement le travail n'est plus très vivant, mais se mortifie beaucoup à cause de cette approche. Là, on va arriver au terme de notre échange. Est-ce que tu as un dernier message à passer à celles et ceux qui nous écoutent? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de plus? Sinon, on peut s'arrêter là. La seule chose que je dirais, c'est écoutez-vous en fin de compte. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai laissé traîner ma situation pendant 6 mois. Aujourd'hui, je reste dans la situation, en quelque sorte, je suis encore dans la même situation. Même si je n'ai pas la même vision qu'il y a 1 an et demi, je suis toujours dans la même situation. Mais avant d'en arriver au même point que moi, il faut vraiment s'écouter en fin de compte. Parce que on le dit souvent, et c'est vrai, le corps, il lance des alertes. Et moi, en fin de compte, c'est ça qui s'est passé au mois de décembre, c'est qu'il m'a lancé une alerte de malade. Et c'est ça qui m'a fait dire: «OK, c'est bon, j'arrête, je t'écoute, je m'arrête là. C'est bon, j'arrête de forcer, j'ai compris, quoi». Donc c'est vraiment ça, en fin de compte, aussi, que je voudrais dire. Voilà, faut s'écouter un petit peu, parce que le corps, il parle aussi beaucoup pour nous, et pour notre tête, en fin de compte. Parce que derrière, ça peut faire des dégâts vraiment importants. Donc il faut pas forcer pour en arriver à des points pas possibles, parce que le corps, il prend cher après derrière. Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous aura touché, fait plaisir ou simplement parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
En attendant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook pour rester connecté. Prenez soin de vous et à très vite.